en lançant le cri de la guerre sainte, le Hamas a fédéré toutes les populations dites palestiniennes, c'est-à-dire les Arabes israéliens, ça c'est radicalement nouveau, la Cisjordanie, mais aussi, je dirais, la Jordanie, parce que en Jordanie, 75% de la population est palestinienne. Dans le sillage des graves émeutes arabes anti-juives survenues en pleine quatrième guerre de Gaza dans la plupart des villes mixtes du pays, comme Lod, Yafo, Acre, Haïfa et d'autres villes encore, nous posons aujourd'hui une question de fond concernant l'avenir du 1 700 000 Arabes censés être des citoyens d'Israël. Effectivement, après 73 années de renaissance de l'État juif sur sa terre, une coexistence est-elle encore possible dans ce pays entre juifs et arabes ? Ou bien représente-t-il une sorte de bombe à retardement qui serait un danger mortel, celui peut-être d'une 5e colonne pro-Hamas implantée au cœur d'Israël et vouée à sa destruction? Avec nous en ligne à Tel Aviv pour aborder ce dossier, le professeur Shmuel Trigano. Bonjour et shalom Shmuel. Bonjour. Eh bien, Shmuel, je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous êtes sociologue, philosophe et figure intellectuelle marquante du monde juif français. Vous êtes installé à Tel Aviv depuis presque 3 ans, là même où vous avez lancé dès votre arrivée Menorah.info, un site internet très complet et pertinent d'analyse sur la société et l'identité israélienne. Et puis, vous avez aussi créé l'association Dialogia, qui organise régulièrement des rencontres sur ces mêmes thèmes et qui a tenu depuis plus de 2 ans, l'un après l'autre, 4 colloques intitulés, enfin 4 séminaires à haute teneur intitulés Colloques des intellectuels francophones israéliens, dont la dernière édition a eu lieu justement au début de la guerre de Gaza, et si je me souviens bien, était interrompue par les mesures d'urgence qui empêchaient les gens de venir, puisque ce colloque devait avoir lieu dans une salle après la levée des sanctions de Corona. Alors, il a fini dans les abris. Il a fini dans les abris, ce qui est très symptomatique et intéressant. Alors, d'après les chiffres officiels de la police, que vous avez eu fort raison de publier hier, dans la dernière livraison de votre site Menorah.info, qui a été donc consacré à ces événements gravissimes et sans précédent depuis 1948, eh bien, pendant ces émeutes de mai, quelques 112 maisons juives ont été brûlées, 386 maisons juives ont été pillées et 673 autres vandalisées, alors que 12 maisons arabes l'ont été seulement, et que du point de vue des voitures, il y a eu 849 incendies de voitures appartenant à des juifs, donc qui ont été détruites, pour 13 voitures appartenant à des arabes. De plus, 10 synagogues et institutions officielles de la ville de Lod ont été incendiées, alors que 28 mosquées de cette ville du centre du pays se transformaient en dépôts de pierres et de cocktails Molotov, aucune d'entre elles n'ayant été d'ailleurs attaquée ou brûlée par des juifs. Enfin, 22 oratoires musulmans se sont transformés en lieu d'incitation à la violence contre les juifs, pendant qu'à Acre, ou Saint-Jean d'Acre, comme on dit à l'ambassade de France, tous les commerces juifs ont été entièrement vandalisés. Par ailleurs, plus de 5000 incidents de jets de pierre contre des juifs ont été enregistrés, contre 41 attaques de ce genre contre les Arabes. Alors, la première question qui tombe sous le sens, avant d'analyser au fond ce problème de la coexistence entre juifs et arabes en Israël, au vu de ces chiffres qui sont quand même assez hallucinants, et qui n'ont pas été trop détaillés par les médias, n'est-il pas abusif et scandaleux, justement comme l'ont pourtant fait une bonne partie des médias israéliens, sans parler des médias internationaux, de parler de symétrie entre la violence arabe et celle des juifs pendant ces émeutes? Absolument, parce qu'en fait, la symétrie n'est pas justifiée dans la mesure où l'agression initiale est une agression venant des milieux musulmans, et une agression dirigée spécifiquement contre des juifs qui sont leurs concitoyens, il faut le rappeler. Et donc, il y a là, d'ailleurs, à suivre la télévision, parce qu'en fait, ces scènes de pogrom étaient quasiment diffusées en direct. On pouvait y assister et on voyait très bien comment la police n'arrivait pas, comment l'armée ne se manifestait pas, comment les juifs étaient abandonnés à ce destin. Et donc, c'est très clair au départ. Alors,
sur une certaine chaîne de télévision israélienne, je me souviens que le premier jour où il n'y avait que des juifs agressés, les journalistes étaient profondément abattus. Le lendemain, il y a eu des représailles de juifs. Et là, la thèse de la symétrie a ravi tout le monde, puisqu'en fait, on avait des mauvais juifs et des mauvais arabes d'un côté et de l'autre. Je crois que cette symétrie est absolument indue, ce qui n'enlève pas, évidemment, le recours à la violence, quel qu'il soit, de la part des juifs comme des musulmans. Mais en fait, il n'y a pas eu de symétrie sur ce plan-là. Alors, sur le fond, puisque c'est l'objet de notre entretien, quelles seraient selon vous les diverses causes de ces émeutes, parce qu'il y en a plusieurs, dont il s'est avéré qu'elles ont été dûment préparées en tout cas, et qu'elles ont éclaté dès le début de cette guerre frontale entre Israël et le Hamas, un fait sans précédent, puisqu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que les Arabes israéliens ne se sont jamais soulevés, en tout cas avec cette ampleur, durant les grandes guerres d'Israël, comme celle de 1967, de 1973, la guerre de Kippour, ou même les deux guerres du Liban de 82 ou de 86, ou bien encore les deux guerres du Golfe de 91 et 2003. Alors quelles sont d'après vous les causes de cette irruption tout de même assez spectaculaire ? Alors, je rappelle qu'en 1996, à ce qu'il me semble, il y a eu une journée de la Terre fêtée par les Palestiniens israéliens qui a provoqué de graves violences et aussi des choses de ce type-là. Donc, il faut mettre ça en perspective. C'était pas pendant une guerre, en tout cas. C'était pas pendant une guerre, absolument. Et là, le fait que ces manifestations, ces violences se produisent alors qu'Israël est sous les bombes, sous les missiles, donne la gravité, une dimension de la gravité de ces événements. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça ? Eh bien, c'est avant tout d'abord la stratégie du Hamas qui, en lançant l'appel à la guerre sainte, sous le motif « El-Aqsa est en danger », les Juifs vont l'envahir, vont la profaner, toutes sortes de possibilités de ce type-là. Il y a eu une scène qui précédait cela, lorsque l'armée, et c'était peut-être les gardes frontières, sont entrés dans El-Aqsa pour poursuivre les musulmans qui leur lançaient des pierres, etc. Là, peut-être, il y a eu une erreur de comportement, une erreur tactique de la part de la police israélienne qui a accrédité l'appel au secours pour sauver la sainteté de El-Aqsa. Et en lançant le cri de la guerre sainte, le Hamas a fédéré toutes les populations dites palestiniennes, c'est-à-dire les Arabes israéliens, ça c'est radicalement nouveau, la Cisjordanie, mais aussi, je dirais, la Jordanie, parce que en Jordanie, 75% de la population est palestinienne. Il y a eu de violentes manifestations, etc. Donc, en fait, c'est l'appel à la guerre sainte. Au djihad, au djihad. Djihad, oui, évidemment. Le djihad qui a fédéré toutes ces populations éparses. Et le plus grand étonnement, si vous voulez, enfin, l'étonnement à demi, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup d'antécédents, hélas, dans ces histoires, c'est que les Arabes israéliens, non seulement les milieux les plus activistes, à savoir les jeunes, comme on dit en France aussi, ont répondu à cet appel et à l'appel à la violence, mais aussi, on pourrait dire, toute la société musulmane ou arabe même, parce qu'il y a des chrétiens, et les chrétiens ne suivent pas nécessairement les mots d'ordre des musulmans. Absolument. Donc, si vous voulez, dans ce climat de guerre de religion, en quelque sorte, ce qui a été la chose la plus grave, gravissime, c'est que c'est le haut comité de suivi, comme ça s'appelle, Va'adat HaMa'akav, des Arabes israéliens, a lancé un appel à la grève générale, appel qui a été entendu massivement. Et donc là, évidemment, dans ce haut comité de suivi, on retrouve les chefs de la liste unifiée, à savoir les partis arabes qui sont représentés à la Knesset. Ça voulait dire qu'en fait, les Arabes israéliens se comportaient comme un seul homme
dans le cadre de la citoyenneté dont ils bénéficient. Absolument. Parce que le bluff de l'apartheid, c'est bon pour les gogos, mais il n'y a certainement pas d'apartheid en Israël. Je dirais même qu'Israël est l'exemple jusqu'à la bêtise de l'ouverture et du multiculturalisme, aussi bien à la Knesset que dans la vie politique courante, etc. Donc, ce sont des gens qui sont infectés par l'antisémitisme, qui invoquent l'apartheid pour s'attaquer à Israël. Donc, c'est ça qui me semble gravissime, c'est que l'organisation suprême de la communauté arabo-musulmane d'Israël, le Haut Comité de suivi du public arabe, c'est son titre exact, a appelé une grève générale. Pourquoi? Quel est le motif de cette grève générale? C'est pas clair, justement, ce n'est pas clair. Parce qu'en fait, tout laisse à penser que c'est une manifestation d'identification avec le Hamas et la cause palestinienne israélienne. Absolument. Mais plus que la cause palestinienne, parce qu'à ce moment-là, Israël était sous les 4000 missiles du Hamas. Et donc, décréter une chose pareille, au lieu de manifester une volonté de compromis, de paix, etc., c'est un engagement politique gravissime de la part du Haut Comité de suivi. Et il faut d'ailleurs lire ce qu'il écrit depuis longtemps. Enfin, on en parlera sans doute. Alors, regardez, Shmuel, certains commentateurs ont parlé de, je cite, de profonde frustration, le commentateur israélien, et de ségrégation aussi de la part de l'État d'Israël envers la minorité arabe du pays. Et pourtant, alors que l'État juif n'existait pas encore dans l'histoire, c'est aussi le prétendu danger brandi par les islamistes de l'époque d'une judaïsation de Jérusalem, ce dont vous parliez, et de l'esplanade des mosquées qui serait en danger sur le mont du Temple en vieille ville, qui avait déjà mobilisé en 1921, plus de 40 ans avant la renaissance de l'État d'Israël, puis à la fin 1929, les pogromistes musulmans d'alors, au moment des émeutes de Jérusalem, puis des pogroms de Hébron et de Safed en 1930. Donc, parler de ségrégation et d'expliquer que comme les Arabes israéliens seraient moins bien traités que les autres, en tant que citoyens de zone... Alors écoutez, je voudrais vous donner un contre-exemple. Absolument. Que dirait l'opinion française s'il se trouvait dans le Parlement français un parti islamique et un parti, la liste unifiée, qui fédère la majeure partie des opinions du monde arabe, qui récuse toute légitimité à l'État dont ils sont les députés et dont ils reçoivent leur salaire, pourrait-on dire. Que dirait-on en France ? Que penserait-on en France d'une telle situation? Eh bien, c'est la situation en Israël. Que penserait-on dans la France de la loi contre le séparatisme, d'une association comme le Haut Comité de suivi qui décrète que le pays dans lequel elle vit est un pays raciste, pratiquant l'apartheid, lui déniant toute légitimité parce qu'il est juif? Mais en France, un parti islamiste dénierait toute légitimité à la France parce qu'elle est française. Car juif ici ne signifie rien sur le plan de la religion, mais sur le plan de la nation, de même que la qualité de français s'inscrit sur le plan de la nation. Donc, il faut comparer les situations et traduire en langage français la réalité israélienne pour se rendre compte de l'état de la situation. Il y a 20% de la population qui récuse la légitimité de l'État dans lequel elle vit, mais dont elle bénéficie de tous les droits de citoyenneté, dont elle est inscrite aussi dans la vie économique, dans la santé, dans toutes sortes de domaines. Est-ce que c'est une attitude acceptable sur le plan d'une république? C'est ça la question. Peut-être sur le plan d'une démocratie déliquescente comme sont les démocraties multiculturalistes, oui, mais pas sur le plan d'une idée républicaine. Absolument. Cette véritable guerre du djihad, puisqu'on parlait du djihad, c'était des appels clairs au djihad, lancés par des bandes d'Arabes israéliens
contre les Juifs d'Israël et leur État en pleine épreuve de force militaire contre le Hamas de Gaza, lequel d'ailleurs s'est gaussé d'être le défenseur d'une Jérusalem exclusivement musulmane, n'est-elle pas aussi due, en cette période de confusion politique et institutionnelle, à l'affaiblissement actuel de l'État hébreu et à la paralysie de son système juridique enlisé dans un formalisme sans issue et quelquefois irréel, surtout après 4 élections nationales en 2 ans et d'incessantes manifestations fort déstabilisantes d'une partie des Israéliens vouant une haine féroce à l'encontre du Premier ministre Netanyahou et de son gouvernement de droite. Est-ce que ce n'était pas le moment et le point faible, et pas seulement ça, mais de l'État d'Israël dans cette période? Sans aucun doute. La manifestation fomentée par le groupe qui s'intitule Crime Minister, qui est les chemises noires, c'est-à-dire un mouvement profondément anarchiste, a sapé le pouvoir de l'État. Et l'ennemi le regarde, justement. En sapant le pouvoir de l'État, il montrait que c'était possible d'envahir les rues, de faire des actes de violence, etc., autorisés par la Cour suprême en fonction du pseudo-droit à la manifestation, alors que là, ça durait des mois, tous les soirs, devant la résidence du Premier ministre. Donc, en fait, le fait aussi de cette vindicte, tout sauf Netanyahou, qui a fédéré des partis politiques, a montré que l'État d'Israël se tirait une balle dans le pied en même temps. Et donc, par conséquent, la porte était ouverte à toute action, à toute demande excessive, etc. On ne gagne jamais à attaquer la légitimité du pouvoir et de l'État. Ça ouvre la porte à l'anarchie. Et donc, c'est bien évident cela. Mais ce qui est évident aussi, c'est la crise des démocraties européennes et américaines. Le mouvement Vox, le mouvement, justement, tous ces mouvements de rue pour les Noirs, pour les femmes, etc., etc., c'est quelque chose, a une grande influence en Israël. C'est-à-dire que ça ouvre la porte en France aussi. Il y a un phénomène d'entraînement sur ce plan-là. Or, c'est la voie ouverte à l'anarchie qui n'a rien à voir avec la liberté, avec la dignité des gens pour lesquels ces gens-là sont censés manifester et faire des actes de violence. Mais si vous voulez, il faut comprendre aussi pourquoi les événements d'Israël se sont transfusés également dans les catégories idéologiques dominantes actuellement dans la société américaine et dans la société européenne. Donc Israël fait partie de ces sociétés et il est aussi inscrit dans cette évolution. Alors pour mener un petit peu à son terme, même dans ces délais avec ce temps si bref, notre réflexion, j'ai une dernière question, il nous reste 2 minutes 30. À l'avenir, justement, les Arabes israéliens, ou même ne serait-ce qu'une partie d'entre eux, vont-ils pouvoir, selon vous, un jour rompre avec leur posture ambiguë de double allégeance, consistant à profiter, comme vous le disiez, au maximum des avantages socio-économiques et politiques de l'État d'Israël et de leur citoyenneté d'Israéliens, tout en s'identifiant à la Oumma arabo-musulmane et à la cause palestinienne? Alors est-ce que vers où va-t-on, puisque il y a là un risque de leur part de se comporter comme on le disait tout à l'heure, comme une 5e colonne qui défendrait les intérêts de l'ennemi au cœur même du pays d'Israël? Ils défendent d'ailleurs les intérêts de l'autorité palestinienne et de leur peuple à Gaza. Donc, sur ce plan-là, c'est un fait avéré. Bien, je crois qu'on pourrait peut-être leur conseiller le modèle des Juifs de diaspora. Parce que les Juifs de diaspora se sont inscrits dans la citoyenneté européenne. Ils ont adopté l'histoire des pays dans lesquels ils vivaient. En France, ils ont adopté Jeanne d'Arc, pour aller vite, je dirais. Et donc, cette adoption n'a pas empêché que, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, ils puissent développer une identité, une vie culturelle, etc., dans le domaine privé, mais sans occuper le domaine public. Ce n'est pas ce que veulent les Arabes israéliens. Ils veulent un État binational, un État qui renoncerait à la dimension juive, mais qui serait un État binational où le pouvoir serait partagé entre ces 20% de la population et les 80% suivants qui seraient juifs. Eh bien, c'est comme cela pourrait revenir
dans le cas de la France, a demandé justement la partition de la France. Et d'ailleurs, vous voyez très bien que ce sujet est extrêmement courant dans le débat français, notamment autour de la loi contre le séparatisme, car c'est cela qui est l'enjeu du problème. Je crois que je terminerai en disant que il y a un problème de l'islam, car c'est une religion qui ne s'est pas modernisée. Et donc, elle est restée dans son modèle moyenâgeux, alors que les autres religions se sont modernisées, elles ont été contraintes de le faire. Je fais référence notamment à l'épisode napoléonien. À partir de là, la laïcité s'est installée et qui a permis en retour que ces groupes qui auparavant étaient exclus de la société française ou de la société européenne, qu'ils se reconstituent symboliquement, culturellement, dans le domaine privé. Et ainsi, il y a eu un mariage entre une égalité se vivant sous le signe de la citoyenneté et la culture d'une identité se vivant sous le signe du privé. Quand la chose fut impossible, les Juifs inventèrent le sionisme. Le sionisme, c'est l'expérience d'une minorité qui devient une majorité dans un pays qui est le sien et qui donc peut se déployer dans des domaines qui lui étaient impossibles d'habiter auparavant. En tout cas, puisque on a juste effleuré le sujet, je renvoie à la série d'articles, pas seulement les vôtres. Vous avez publié 3 méditations sur ces émeutes et sur la guerre de Gaza, mais aussi d'autres collaborateurs qui ont publié à chaud, j'allais dire, 10 jours après l'instauration de la trêve provisoire avec le Hamas, que vous avez publié ces textes qu'il est intéressant de trouver sur le site menora.info. Je vous remercie, Shmuel, de nous avoir consacré votre temps. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt.